taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche professeur Abou Kane est professeur titulaire des universités. Vous êtes, M. Kane, agrégé d'économie, assesseur de la faculté de la FASEC, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Également président du laboratoire d'économie publique, le LEP. Merci encore une fois, M. Kane, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Baye Omar, pour l'invitation. Alors, on va procéder par étapes, faire ce que vous appelez devant vos étudiants de la pédagogie ce dimanche. Pour parler de quoi? De l'économie sénégalaise. Où en sommes-nous avec l'économie? Pas de problème d'inflation, disent certains, mais plutôt de déficit et d'endettement, d'efficacité de la dépense publique. Dites-nous, Abou Kane, comment aujourd'hui se porte l'économie sénégalaise? Il est vrai que actuellement l'économie sénégalaise traverse beaucoup de difficultés. Et on peut s'en référer à ce qui s'est passé ces derniers jours, à savoir la dégradation de la note attribuée au Sénégal par Standard & Poor's. Ça dénote un peu d'une dégradation peut-être des conditions économiques dans le pays et des conditions financières. On peut dire effectivement que ces derniers mois, le Sénégal a connu beaucoup de difficultés sur le plan économique. Et ces difficultés viennent d'abord du taux d'endettement qui est maintenant autour de 119% du PIB. Il faut rappeler que ce ratio dette sur PIB dans le cadre de l'UEMOA ne doit pas dépasser 70% si on prend les critères de convergence de l'UEMOA. Et dire aussi que ce ratio est utilisé pour mesurer la solvabilité d'un pays. Donc, c'est un ratio de solvabilité. Mais en plus du ratio de solvabilité, il y a ce qu'on appelle des ratios de liquidité. Maintenant, ces ratios de liquidité sont mesurés à travers les recettes budgétaires et les recettes d'exportation. Et on les compare au service de la dette. Si on prend aussi ces ratios de liquidité, le Sénégal a aussi des difficultés parce qu'avec la dernière loi de finances rectificative, on a vu que les prévisions de recettes sont revues à la baisse. Et si les prévisions de recettes sont revues à la baisse et en même temps le service de la dette augmente, donc ça veut dire que ces ratios de liquidité aussi se sont dégradés. Donc ça, c'est un premier problème qui est lié à l'endettement. Le deuxième problème, c'est un problème de mobilisation des ressources. Donc il y a un taux de pression fiscale qui est devenu plus faible, parce qu'il tourne autour de 17 et 18%, alors qu'il devait être autour de 20%. Donc ça aussi, c'est un autre problème qui s'ajoute à la cartographie de l'économie sénégalaise et qui fait que les autorités ont un peu du pain sur la planche. Oui. Et le troisième problème que je peux évoquer, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi un problème d'efficacité ou d'efficience de la dépense publique qui est lié aussi au fonctionnement même de l'administration sénégalaise. Et ce n'est pas pour rien que ce soit en Conseil des ministres ou que ce soit lors des communications gouvernementales, il est souvent fait allusion à la nécessité de digitaliser un peu l'administration pour la rendre un peu plus efficace. Parce que si vous avez très peu de ressources, il faut savoir bien les utiliser pour atteindre les objectifs. Les objectifs fixés. Voilà. Alors justement, de ce point de vue, vous avez décliné un tableau assez sombre, mais oui, qui nécessite un certain nombre de réformes et d'actions. Oui, de ce point de vue, interrogation sur les 8 mesures annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dites-nous,
est-ce que vous pouvez aujourd'hui détailler chacune des 8 mesures annoncées et expliquer leur objectif? Voilà. Je sais que la première mesure est liée à la modernisation de l'administration et à la digitalisation dont je parlais tout à l'heure. Oui. Il faut rappeler que ça, c'est un problème crucial parce que c'est au cœur de tout ce qu'un gouvernement peut faire en termes de politique économique et de vision. Parce que le Sénégal a lancé depuis 2019 le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Donc ça veut dire que c'est un diagnostic qui a été fait pour savoir qu'il y a beaucoup de blocages qui sont liés à l'inefficacité de l'administration sénégalaise et au fait que cette administration n'utilise pas beaucoup le numérique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le New Deal technologique qui vise aussi à améliorer un peu ces conditions dans le cadre de la digitalisation. Donc, c'est la première mesure. Il faut vraiment que l'administration soit un peu modernisée pour éliminer toutes les lenteurs qui jouent un peu sur la réalisation des objectifs. Il y a un autre problème qui est lié au manque de suivi des projets et programmes. Suivi évaluation. Donc là aussi, le Premier ministre a insisté sur ce point-là parce que simplement, il y a beaucoup de belles idées, beaucoup de beaux projets, etc. Mais très souvent, c'est un manque de suivi qui fait qu'on a comme l'impression qu'on reprend toujours les mêmes choses. Parce que simplement, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est important. Alors, il y a un troisième problème qu'il a soulevé et que j'ai retenu, c'est la nécessité d'assurer une très bonne coordination entre les différentes structures et les différents ministères. Parce que il y a de ces projets-là qui sont des projets transversaux, donc qui ne concernent pas seulement un ministère, mais qui demandent l'intervention de plusieurs ministères à la fois. Et ça, il faut une très bonne coordination. Et si, par exemple, comme il le dit, il appartient à la primature peut-être de coordonner tout ça, ça peut être une très bonne chose en attendant de trouver une autre solution pour mettre en place peut-être une structure ou une entité qui permet de mettre en synergie voilà, toutes ces forces qui existent au niveau de l'administration. Bon, je pense qu'il y a un autre problème qu'il a soulevé qui concerne peut-être l'intervention et la coordination entre des structures comme le Fonds 6, l'APIX, la DPE, sous la coordination et l'impulsion de la DGPPE, la Direction générale de la planification et des politiques économiques, pour pouvoir un peu voir les projets, comment est-ce qu'il faut étudier les projets en maturation pour pouvoir les exécuter de manière plus rapide. Et il a aussi même évoqué la dernière loi de finances rectificative, par exemple les projets qui ont été programmés dans le cadre de cette loi de finances rectificative, qu'ils soient exécutés dans les 30 jours à venir, sachant que c'est des projets qui normalement, pour lesquels du moins, il ne reste que la mise en œuvre. Donc il a demandé à ce que les différentes entités et les ministères concernés aillent plus vite. Donc, globalement, je pense que c'est ces aspects-là qu'il a soulevés et qui sont importants pour moi. Oui. Voilà. Et qu'en est-il justement de leur lien avec le budget programme tel que décliné par l'UEMOA, par exemple? Oui, bon, le budget programme, nous y sommes depuis plusieurs années déjà. L'idée du budget programme, c'est justement de ne pas, disons, s'en tenir à faire une programmation annuelle, mais pluriannuel. C'est parce qu'il y a de ces programmes et de ces projets qui non seulement dépassent l'horizon temporel d'une année, mais dépassent même le périmètre d'une seule structure ou d'un seul ministère. Donc ça, l'idée du budget programme. Oui, effectivement. Ce qui fait d'ailleurs même le fait que la DGPPE puisse coordonner, etc., certains projets, sachant que dans le groupe ou dans le pool, il y a d'autres structures qui ne dépendent pas du ministère de l'économie. Ça, déjà, c'est dans l'esprit du budget programme parce qu'il y a toujours un coordonnateur du programme qui peut ne pas être du même ministère que... Parce que d'habitude, avec le budget programme, on a
une meilleure planification, avec des indicateurs, un meilleur suivi et une meilleure gouvernance, non? Exactement, c'est pourquoi on fait des documents de programmation budgétaire pluriannuelle. C'est-à-dire, c'est parce que, en fait, on sait qu'il y a de ces programmes qui dépassent l'horizon temporel d'une année. On le fait, donc on programme sur plusieurs années, mais dans le cadre du vote de la loi de finances, on est obligé de faire des budgets par année. C'est-à-dire, on va dire quand même budget 2025, budget 2026. Mais on sait qu'on inscrit une partie, peut-être, du budget qui doit pouvoir permettre d'atteindre un résultat donné. On inscrit une partie pour 2025, on inscrit une autre partie dans le budget de 2026, une autre partie dans le budget de 2027, par exemple. Mais on a une vision globale dès le départ pour savoir que voilà, il faudra tenir compte de cette programmation pluriannuelle pour atteindre les objectifs. Voilà. Est-ce que nous Parce sommes... que c'est basé sur axé sur les résultats, quoi. En fait, c'est une gestion axée sur les résultats. Exactement. Donc objectif à résultat. Voilà. Alors, sommes-nous en train directement dans la dynamique du respect de la discipline budgétaire telle que ça a été décliné par le chef de l'État? Oui, et allusion justement dans la continuité avec cette déclinaison de stratégie par le Premier ministre Ousmane Sonko. Quelle est, selon vous, la mesure qui vous semble la plus structurante pour le développement national? Moi, je voterai pour la modernisation de l'administration. Parce que, en fait, c'est ça qui est au cœur. Parce que toutes les autres mesures sont des mesures qui dépendent de l'efficacité de l'administration. C'est clair. Voilà. Toutes les mesures dépendent d'abord de l'efficacité de l'administration. Donc, une fois qu'on réussit ce pari de moderniser l'administration et d'assurer une plus grande transparence dans tout ce que fait l'administration, je pense que les autres aspects pourront suivre plus facilement. Mais par contre, si l'administration est toujours disons, dans ce carcan que je peux qualifier de traditionnel, voilà, ou de ne pas dire archaïque, alors il y a toujours des goulots d'étranglement qui vont subsister par rapport à ce que nous voulons obtenir comme résultat sur le plan économique. Mais justement, par rapport à ces goulots d'étranglement, avez-vous l'impression que ces mesures répondent à ces principaux goulots d'étranglement? Je parlais de la bureaucratie, lenteur administrative, entre autres. Je peux donner un exemple par rapport à la digitalisation du courrier Task Force, accélération des projets. Justement, est-ce que de ce point de vue, les conditions nécessaires sont-elles réunies pour la mise en œuvre effective? Oui, il faut aussi faire remarquer que la réussite d'un projet ou d'un programme, c'est vrai, dépend largement de la capacité de l'administration, mais aussi des citoyens. Parce que tous les projets et programmes sont faits pour améliorer le bien-être des citoyens. Et ils ont une part à jouer, ou bien une partition en tout cas à jouer par rapport à cela. Donc il faut une adhésion populaire par rapport à cela. Donc il ne s'agit pas seulement de l'administration, parce qu'il y a un autre acteur qui est important, à savoir le secteur privé, qui doit être aussi embarqué dès le départ. C'est-à-dire le secteur privé doit aussi être impliqué dans tout ce que fait le gouvernement, surtout dans ce contexte-là dans lequel nous sommes, où les ressources publiques se font rares. Donc il n'y a pas assez de marge de manœuvre budgétaire pour l'État. Donc c'est le secteur privé qui peut venir à la rescousse de l'administration. Donc ça, c'est important vraiment de jouer. Et puis il y a aussi la communauté, d'une manière générale. Et dans cette communauté, on peut retrouver vraiment la société civile, les ménages. Et pour vous, c'est cela les conditions pour rendre effective justement la mise en œuvre. Exactement. Mais l'impulsion doit venir toujours de l'État et de l'administration. L'impulsion doit venir de l'administration. Et c'est ce que... A-t-il atteint ce réflexe-là, l'État? Oui, moi je pense que oui. Dès l'instant où le Premier ministre lui-même dégage ces axes-là, c'est que le gouvernement est conscient qu'il faut donner l'impulsion. Maintenant, est-ce que toute l'administration va suivre? Parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'on parle
de modernisation de l'administration au Sénégal. Oui, parce que si la gouvernance et le suivi restent inefficaces, ça va justement être qu'un effet d'annonce. Ce n'est pas même le suivi, il faut rappeler qu'on avait déjà aussi un bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Bon, donc si jusqu'à présent... Et puis il y avait même un cadre harmonisé aussi des politiques publiques qu'on appelait le CAS, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a des initiatives. Le box c'était nouveau, mais il y avait le BOSS à l'époque. Voilà, donc tous les instruments existent. Il n'y a pas de raison à ce que cela ne réussisse pas. Il faut les rendre opérationnels et plus efficaces. C'est tout. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup de choses qui avaient déjà été prévues depuis longtemps au Sénégal, même depuis le démarrage du PSE ou en cours de route, comme le programme d'appui à la modernisation de l'administration dont je parlais, dont le lancement a été fait en 2019. Donc ça, c'est des choses qui existaient, mais on a toujours un problème de mise en œuvre, d'application des mesures. Oui, mais ça n'a pas empêché le Premier ministre de dire que, par exemple, cela va être surveillé, c'est-à-dire que les responsables, justement, d'éventuels blocages risqueront d'être identifiés. Justement, c'est là où on attend le Premier ministre et le gouvernement d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec cette habitude de prendre des mesures sans jamais les appliquer, sans jamais les mettre en œuvre. Donc, il faut les appliquer, il faut faire le suivi, les évaluer, situer les responsabilités en cas de problème. Donc, et c'est ça qu'il a dit. Mais dans l'ensemble, comment appréciez-vous cette démarche? Non, moi je considère que c'est une bonne démarche dès l'instant où, après plus d'1 an au pouvoir, le parti qui est au pouvoir actuellement ou le régime actuel se rend compte qu'il y a toujours des difficultés sur le plan économique. À mon avis, c'est même un bon signal que le Premier ministre vienne pour dire désormais, il y a une nouvelle démarche et deuxièmement, il y aura un plan de redressement. Donc ça peut rassurer en tout cas les citoyens et d'autres acteurs du secteur privé et des investisseurs. En tout cas, moi je préfère cette démarche plutôt qu'à la démarche qui consisterait à ne rien dire et à ne rien faire, sachant que tout le monde constate que la situation économique se dégrade ou n'est pas bonne. Donc, c'est toujours bien de montrer qu'on a pris conscience des difficultés et qu'on essaye de corriger. Oui. Voilà, ça c'est important. Et il y a la réalité, interrogation sur cette réalité avec justement cette note souveraine de B à B- par Standard & Poor's. Quelle analyse? Effectivement, ça quand même, ça va renchérir le loyer de l'argent pour le Sénégal, c'est-à-dire si le Sénégal veut aller sur les marchés internationaux, ça va être plus difficile parce qu'on nous demandera des taux d'intérêt encore plus élevés, sachant qu'on va nous percevoir comme un pays qui n'est pas très solvable ou qui n'est pas très fiable sur le plan économique. Et ça serait bien, M. Kane, d'expliquer à nos auditeurs quelles sont les raisons qui ont conduit à l'abaissement justement de cette note. Voilà, il faut d'abord savoir que les agences de notation sont là pour pouvoir aider les investisseurs à avoir une meilleure visibilité sur tous les pays dans lesquels ils veulent investir. Donc, on regarde. Maintenant, qu'est-ce que les agences de notation regardent pour donner une note? C'est très simple. Ils regardent la situation économique du pays et sa capacité à pouvoir rembourser ses dettes. Et pour voir la capacité d'un pays à pouvoir rembourser ses dettes, il faut regarder les ratios de solvabilité et les ratios de liquidité dont j'ai parlé. Le ratio de solvabilité le plus important qu'on utilise, c'est le ratio dette sur PIB. Donc, si vous avez un ratio dette sur PIB comme le Sénégal, qui flirte avec les 120%, alors ça, c'est vraiment un très mauvais ratio. Donc ça joue sur la note. Deuxièmement, vous avez un déficit budgétaire qui avoisine les 8%, alors qu'il ne devait pas dépasser les 3%. Donc ça montre que c'est un pays aussi qui n'a pas une bonne santé budgétaire. Et ça joue. Et troisièmement, on regarde les ratios de liquidité, c'est-à-dire voir le service de la dette, on le rapporte aux différentes recettes budgétaires et aux recettes d'exportation. Pour le cas du Sénégal, on sait que comme la dette a explosé,
automatiquement, le service de la dette aussi va exploser. Et en même temps, la dernière loi de finances rectificative nous dit que les recettes budgétaires vont baisser. Donc, ça veut dire que ces ratios de liquidité aussi se sont dégradés. Et c'est donc très normal, dans ce contexte, que les agences de notation revoient la note du Sénégal à la baisse. Mais ce que je peux appeler bonne nouvelle dans ça, c'est que, en fait, le Sénégal n'est pas dans la situation d'un pays qui se serait endetté automatiquement plus pour que sa note se dégrade. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? En réalité, il y a un problème sur les chiffres. Alors, à un moment donné, on considérait que la dette du Sénégal n'était pas très élevée, en tout cas, était plus ou moins soutenable. Et du jour au lendemain, le gouvernement a fait une déclaration pour dire qu'il y avait des dettes cachées. Et donc, dans les nouveaux indicateurs, on a pris en compte ces dettes qui étaient cachées. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en fait, la situation du Sénégal en tant que telle n'a pas varié, mais c'est un exercice de communication ou un exercice de vérité qui a changé le tableau pour le Sénégal. Et comme il y a des critères de notation, si le tableau change, forcément la note change. Ce n'est pas la même chose qu'un candidat ou un élève qui n'a rien trouvé ou qui n'a rien écrit sur sa copie, à qui on donne une mauvaise note. Mais j'ai donné une image même récemment, je disais, c'est comme un élève qui a composé, qui a une bonne note, mais après, à qui le prof a mis -5 ou -3 pour mauvaise conduite, par exemple. Alors, lui, on sait qu'il a la capacité d'avoir une bonne note, mais la note qu'on enregistre pour lui, c'est une note faible, parce que simplement, on lui a enlevé des points pour des écarts dans sa conduite. Le Sénégal, on peut l'imager comme cela, dire que intrinsèquement, le Sénégal a les moyens de s'en sortir, même si sa note a baissé. Et moi, c'est ça que je considère comme étant une bonne nouvelle, et que les investisseurs savent, parce que les investisseurs, ils ne s'en tiennent pas seulement à regarder les notations et autres, mais ils regardent aussi les réalités sur le terrain. Et la dernière chose, c'est qu'ils regardent aussi si le pays est en train de faire des efforts en termes de nouvelles stratégies dans le domaine de l'économie. Et le Sénégal a lancé aussi un agenda national de transformation de son économie, et avec une déclinaison quinquennale, qui est la stratégie nationale de développement, avec donc des nouvelles mesures, etc. Donc tout ça, ça peut quand même rassurer les investisseurs, parce que je rappelle que les investisseurs aussi, ce ne sont pas des gens qui cherchent de l'argent sur une année, sur 2 années. Non, c'est souvent des investissements de long terme, donc ils regardent aussi les tendances. Mais une telle note va certainement impacter sur le coût d'emprunt, par exemple, et sur les investissements, sur l'accès au marché. Exactement. Les marchés internationaux deviennent de moins en moins accessibles pour le Sénégal. C'est d'ailleurs ce qui explique les différents appels publics à l'épargne. Ce qui n'est pas mal non plus. Voilà, bien sûr, le Sénégal maintenant essaie de mobiliser l'épargne domestique. Récemment, on avait 150 milliards sur le marché domestique. Ensuite, on a eu 364 milliards sur le marché domestique. Sur le marché de l'UEMOA aussi, on a eu 400 milliards. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles stratégies. Accompagné d'explications, parce que quand on parle d'endettement, souvent les gens pensent quelque part que ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Mais dans le cas d'espèce, quelle explication donner à ceux qui nous écoutent? C'est que l'endettement n'est pas forcément une mauvaise chose sur le plan économique. Parce que souvent même... Dans un tel contexte. Même dans un tel contexte, parce que en fait, d'ailleurs, dans un tel contexte, vous n'avez pas le choix. Parce que il n'y a pas les ressorts au niveau interne pour pouvoir financer les projets de développement que le Sénégal a. Donc, il faut forcément recourir à d'autres ressources. Maintenant, si les partenaires multilatéraux, bilatéraux, etc., mais les marchés financiers vous font confiance, vous pouvez y aller et chercher de l'argent, les convaincre que les investissements que vous voulez faire sont des investissements rentables et qu'eux, ils ne perdent rien à vous prêter. Ça, c'est une chose. Maintenant, le pays peut se rendre compte que
s'il va sur le marché international, il aura de l'argent, mais ça va coûter très cher. Ah oui, c'est le coût d'emploi. Et c'est le cas. Oui. C'est le cas. Et donc, dans ce cas, le pays peut dire non. Je ne vais pas sur le marché international parce que ça va coûter très cher. Donc, je vais aller sur le marché local. Voilà, marché sous-régional, marché domestique. Ça permet donc de mobiliser de l'épargne domestique donc, dans la monnaie locale, donc franc CFA. C'est pas la même chose que d'emprunter en dollars ou en euros. Et puis, les taux aussi ne sont pas les mêmes parce que là-bas, vous empruntez, vous avez des taux élevés. Ici, c'est des obligations que vous émettez. Et si vos concitoyens vous font confiance, et c'est le cas ici, ils peuvent mettre leur argent, sachant qu'ils seront rémunérés par l'État du Sénégal par rapport à l'argent qu'ils ont mis. Donc là, on cherche comme des investisseurs locaux. Ouais. On cherche des investisseurs locaux. C'est ça la priorité Voilà. dans le cas d'espèces. Justement. Mais de ce point de vue, justement, quelle signification pour un État alors d'être considéré comme un État spéculatif? Bon, vous savez, les notations, par exemple, pour le Sénégal, pour le cas du Sénégal, si vous êtes B-, que ce soit B+, B ou B-, c'est considéré comme très spéculatif. Si on vous dit c'est très spéculatif, c'est-à-dire que si on investit dans ce pays-là, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire c'est risqué. Voilà. Pourquoi? Parce que le pays est vulnérable aux différents chocs. Exogènes. Oui. Et il peut même y avoir des chocs endogènes. Mais en tout cas, ça veut dire que le pays est vulnérable aux différents chocs économiques et financiers. Donc, si vous mettez votre argent, s'il y a un choc, alors la situation du pays peut se dégrader à telle enseigne qu'il ait des difficultés pour vous rembourser. C'est ça que ça signifie. C'est très spéculatif. Maintenant, les chocs aussi peuvent ne pas se produire. Donc l'investisseur, il fait cet arbitrage. On veut dire, il peut ne pas y avoir de choc. Même si le pays est vulnérable, il peut ne pas y avoir de choc. Donc, je peux tenter de mettre mes billes. Mais toujours est-il que si vous êtes dans cette zone, qu'on appelle zone très spéculative ou hautement spéculative comme le Sénégal, vous avez peut-être moins d'investisseurs qui vont vouloir s'engager ou les investisseurs qui vont venir, c'est les investisseurs aussi qui vont vous demander plus de garanties. Et ici, en termes de garantie, il ne s'agit pas de donner ceci ou cela, mais c'est les taux d'intérêt. Ah, c'est clair. Voilà. Et toujours dans la même foulée, Standard & Poor's évoque un risque plus élevé de non-remboursement. À tort ou à raison? Oui, exactement. C'est à raison, parce que c'est pour cela qu'on a dégradé la note du Sénégal. Parce que si le Sénégal est plus endetté, comme je dis, les indicateurs se détériorent, c'est normal que le pays soit considéré comme un pays n'ayant pas forcément les capacités de rembourser disons, les dettes qu'ils contractent, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'ils n'ont pas tort de le dire, c'est une réalité. Le risque de non-remboursement. Oui, c'est une réalité. Bon, si vous avez... En tout cas, si le Sénégal continue sur cette tendance, le risque de non-remboursement, c'est un risque qui va être réel. Maintenant, nous, on n'est pas encore tombé dans cette zone parce que la zone qui suit la zone dans laquelle nous sommes, c'est justement cette zone, c'est-à-dire risque élevé. Parce que nous ne sommes pas encore dans cette zone, nous sommes dans la zone très spéculative, quoi. Voilà, ou hautement spéculative. C'est le donc, constat. voilà, donc si on nous dégrade encore, c'est à ce moment-là qu'on va arriver dans la zone de risque élevé. Voilà. C'est pour ça que le gouvernement assure sa capacité à honorer ses engagements. Dites-nous, quelle preuve ou quelle garantie pourrait conforter cette posture déclinée par le gouvernement? Oui, la preuve que le gouvernement met sur la table, c'est que, le gouvernement a une nouvelle stratégie de développement qu'il croit être une stratégie de développement qui peut permettre de dégager, en tout cas d'avoir une bouffée d'oxygène par rapport à l'État, parce qu'on va mobiliser plus de ressources. Parce que n'oubliez pas que les activités économiques, si elles se développent, automatiquement, les recettes de l'État aussi vont augmenter. Parce qu'en fait, les impôts et autres sont corrélés aux activités économiques. Donc c'est pourquoi s'il y a une morosité économique, ça se voit tout de suite sur les recettes. Donc ça veut dire que si vous avez une bonne stratégie économique, les investisseurs peuvent se rendre compte que
voilà, cette stratégie-là peut permettre, en tout cas, une bonne vitalité économique qui va mobiliser à cette ressource. Deuxièmement, c'est l'État peut aussi montrer sa crédibilité. Parce qu'en réalité, un État qui traverse des situations difficiles comme celle-là peut aussi donner la garantie et la preuve du point de vue structurel qu'il a les ressorts pour s'en sortir. Et ça aussi, c'est un gage pour les investisseurs. Et c'est ce que le Sénégal s'évertue à faire actuellement, parce que ça fait très longtemps que le Sénégal, machallah, c'est un pays stable politiquement. Donc, il n'y a pas... Parce que ça aussi, c'est un aspect très important pour l'évaluation des risques, la stabilité politique, institutionnelle. Donc, le Sénégal peut vendre cela. Deuxièmement, il y a la diplomatie économique qui peut jouer. Parce que il y a dans le monde des investisseurs des leaders et des suiveurs. Alors, si vous avez une bonne stratégie qui vous permet de tirer les leaders, donc les autres qui voient que, par exemple, comme les États-Unis font confiance au Sénégal, ça veut dire que nous n'avons aucune raison de ne pas faire confiance au Sénégal. On a deux forces, voilà. Les États-Unis et la Chine. Voilà, justement. Donc, le Premier ministre est allé en Chine, et le président de la République est allé aux États-Unis. Donc, ça, c'est des signaux... Diplomatiquement... Oui, non, c'est vraiment avantageux. de bons points. De bons points pour le Sénégal. Et donc, certains investisseurs peuvent se dire que voilà, comme ce pays-là, malgré ce que le FMI avait dit, encore que même le FMI commence à revenir. Donc, parce que voilà, il est devenu un peu plus tendre. Donc, tout ça, c'est des points pour le Sénégal, pour dire que, en fait, c'est une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une situation purement conjoncturelle. Donc, qui n'est pas née, qui n'est pas... Non, pour moi, c'est une situation conjoncturelle. Pourquoi? Parce que, en fait, le Sénégal ne s'est pas endetté comme ça sur le marché pour que le taux d'endettement passe, par exemple, de 80% à 119%. Non, c'est-à-dire c'est juste, le Sénégal est resté lui-même et dans l'évaluation de sa dette ou dans l'audit de son endettement, c'est le Sénégal lui-même qui a dit ou qui a déclaré que bon, il y a quand même des dettes qui n'étaient pas comptabilisées. Donc ça, c'est différent d'un pays qui connaît cette trajectoire, mais qui était allé sur les marchés pour prendre une nouvelle dette. Voilà, même si, encore une fois, sur le plan des indicateurs, ça peut être la même réalité, mais un investisseur qui vient, lui, il fait la différence entre ces deux situations. Alors, vous avez parlé de nos rapports avec les partenaires étrangers, notamment le FMI. Avez-vous l'impression que cette dégradation risque-t-elle d'affecter les négociations avec un partenaire comme le FMI, par exemple? Oui, ça peut affecter parce que, bon, le FMI aussi, c'est... Comme je disais que les agences de notation sont là pour informer les différents investisseurs sur l'état d'une économie. Mais le FMI, c'est comme un assureur pour les investisseurs. C'est-à-dire c'est le FMI aussi qui va un peu valider ou invalider, si je puis dire, la capacité d'un pays vraiment à s'en sortir. Parce que le FMI évalue les cadres macroéconomiques, voilà, pour voir est-ce que le pays a mis en œuvre certaines réformes qui lui permettent de pouvoir tenir vraiment sur le plan économique dans le long terme en vue de pouvoir rembourser aussi ses dettes. Donc si le FMI commence à se rapprocher du Sénégal, bon, je pense que c'est une bonne chose, même si la dégradation de la note peut quand même jouer un peu sur l'attitude que le FMI peut avoir. Et justement, assez rassurant maintenant par rapport au processus de négociation avec le FMI à l'heure actuelle. Oui. Est-ce que c'est rassurant aujourd'hui? Oui, pour moi c'est rassurant parce qu'au début c'était plus inquiétant. Au début, par exemple, on sait que le FMI devait faire des versements au Sénégal. Tout a été arrêté jusqu'à présent, effectivement. Et le FMI demandait le rapport de la Cour des comptes. Après, lorsque le rapport est sorti aussi, le FMI a voulu en savoir encore plus. Voilà, parce que
il semble qu'il y a peut-être des informations qui n'étaient pas très claires à son niveau. Et le gouvernement du Sénégal était en train d'y travailler. Bon, comme je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas trop si les informations ont été transmises ou non. Mais tout ça pour dire que, en fait, le FMI aussi, il faut savoir que c'est une institution qui a la responsabilité et qui est même obligée d'être logique avec elle-même. C'est-à-dire, si il y a d'autres pays qui ont été dans la même situation que le Sénégal et qui ont quand même subi les foudres du FMI, on ne peut pas dire que, bon, comme c'est le Sénégal, donc on ne va pas le faire. On sait, quelqu'un qui dépasse tel taux d'endettement ou qui fait telle faute, voilà la sanction qui est prévue, donc on le fait. Mais dans les coulisses, on peut toujours s'arranger pour savoir que bon, le Sénégal n'est pas ce pays délinquant qu'on pourrait sanctionner comme ça. Pourrait sanctionner, Voilà. en tout cas, dossier à suivre pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Aboukan, professeur titulaire des universités, agrégé d'économie, assesseur de la FASEC, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes le responsable du laboratoire d'économie publique, le LEP. Alors, venons-en justement sur la révision du PIB. Parlons de cette révision du PIB. Pouvez-vous, M. Kad, nous expliquer ce qu'est le rebasing? Voilà. Le rebasing du PIB, en quoi cela consiste dans le cas du Sénégal? Voilà. Le rebasing en français, c'est le changement d'année de base. Alors, il est recommandé à tous les pays de changer l'année de base de leurs comptes nationaux tous les 10 ans ou même parfois avant. Mais est-ce que vous pouvez Même nous avant 10 ans. expliquer ce que Maintenant, c'est que le rebasing? voilà, en quoi ça consiste? Oui. C'est qu'actuellement, par exemple, tous les taux de croissance qu'on évoque pour le Sénégal et tous les indicateurs macroéconomiques sont calculés sur la base de l'année 2014. Parce que on avait fait un rebasing pour faire passer l'année de base de 1999 à 2014. Ça a été fait en 2018. Donc, on a eu une nouvelle année de base 2014. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en 2014, on avait fait une photographie de l'économie sénégalaise, voir la structure de l'économie sénégalaise, la taille de l'économie sénégalaise, pour pouvoir voir comment elle évolue. C'est une révision qui était attendue. Voilà, aussi. ça c'était fait. Maintenant, aujourd'hui, le rebasing dont on parle, c'est-à-dire le changement d'année de base, c'est quoi? C'est d'avoir une nouvelle année de base. Celle qui est choisie, c'est 2021. Donc, on va avoir 2021 comme année de base en se disant que actuellement il y a de ces activités économiques qui ont été insuffisamment prises en compte lorsqu'on choisissait 2014 comme année de base. Par exemple, le transport et la livraison. Son développement aujourd'hui n'est pas le même qu'en 2014 lorsqu'on prenait cette année-là comme année de base. On peut prendre l'exemple de l'orpaillage, c'est-à-dire l'exploitation, l'extraction de l'or vers Kédougou par exemple. C'est insuffisamment pris en compte. L'extraction du sable, parce que vous savez, comme le bâtiment a beaucoup évolué entre-temps, les constructions et autres, donc il y a aussi de nouvelles activités en termes d'extraction de sable qui n'étaient pas bien prises en compte, donc on les met dedans. Ensuite, il y a eu le recensement général de la population qui s'est fait en 2023. Vous savez, donc comme ce recensement a été fait en 2023 et on avait une année de base de 2014, c'est-à-dire que donc la structure qu'on avait en 2014 ne prend pas en compte toutes les réalités d'aujourd'hui. Donc, dans le rebasing, on va aussi prendre en compte certains éléments qui proviennent de ce recensement. En même temps, on avait fait aussi quelque chose sur l'élevage, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités économiques, y compris le secteur informel, qui est insuffisamment pris en compte. Donc, c'est tout ça. Il faut aussi rappeler que le processus de rebasing ou de changement d'année de base, c'est un long processus qui peut prendre jusqu'à 3 ans. N'est-ce pas? Donc, on commence les travaux, on a commencé en 2023 ou 2024 et on va finir en 2026. Donc, c'est en 2026 qu'on aura une nouvelle année de base pour le Sénégal. Et ça, son intérêt, c'est d'avoir une meilleure photographie de
l'économie sénégalaise. De l'état de l'économie. Voilà. Et ça permet d'avoir aussi une meilleure efficacité des politiques publiques. Parce que si aujourd'hui, vous faites des politiques éducatives, des politiques sanitaires, des politiques infrastructurelles sur la base des données qui ne prennent pas en compte toutes les réalités, donc vous pouvez mettre beaucoup d'argent sans avoir le résultat attendu. Alors que si ces politiques sont basées sur des données qui se rapprochent le plus possible de la réalité, donc ces politiques ont plus de chances de réussir. Et enfin, les investisseurs sont aussi rassurés. Pourquoi? Parce qu'un investisseur qui vient, qui cherche des données sur le Sénégal, qui voit que l'année de base qui est utilisée, c'est une année de base qui est un peu vieille et qui ne reflète pas la réalité, il peut être plus réticent que s'il voit des données qui ont comme année de base 2021 qui est plus proche. Donc, on sait que peut-être entre 2021 et maintenant, la structure n'a pas beaucoup changé et que ce que nous voyons comme indicateur, c'est vraiment quelque chose qui reflète la réalité. Donc, alors, ça, c'est important. Monsieur Kane, dites-nous, est-ce que ce rebasing peut-il seulement est-il seulement statistique ou peut-il ouvrir la voie à une vraie amélioration structurelle? Oui, c'est toujours, c'est les deux. Parce que déjà, pourquoi c'est statistique? Parce que, comme je dis, lorsqu'on fait un rebasing, il y a même des changements de méthodologie qui peuvent être pris en compte. Par exemple, oui, on peut changer la méthode d'analyser le secteur informel. On peut changer la méthode de prendre en charge la recherche et le développement, les investissements dans la recherche et le développement. On peut changer telle méthode. Donc ça, c'est un. De deux, on peut aussi changer la manière de voir même la structure de l'économie. Ouais, donc c'est un peu statistique. Mais en même temps, ça peut améliorer ou détériorer certains indicateurs. Parce que quand vous faites le rebasing, pour le cas du Sénégal, forcément, vous allez avoir un PIB qui est plus élevé. N'est-ce pas? Il y a un PIB qui est plus élevé. Et donc, si vous faites le ratio dette sur PIB, il va tomber. Par exemple, on peut passer de 119% à 90%. Parce que simplement, le dénominateur a augmenté. Le dénominateur, c'est le PIB. Parce qu'on rapporte au PIB. Et ça va être, disons, bénéfique pour le Sénégal. Mais, ce que les gens oublient, c'est que si on fait un changement de base, donc on appelle rebasing, en même temps, on fait ce qu'on appelle une rétropolation. C'est-à-dire les années passées, là, on les réévalue avec la nouvelle base. Donc, on fait un tableau qui est plus concret. Autrement dit, on ne vient pas jusqu'à 2021 pour maintenant compter un nouveau PIB. Non, c'est-à-dire on retourne depuis 2014. Parce que la dernière base, l'année de référence. Voilà, c'était 2014. On retourne en 2014, 2015, 2016 jusqu'à 2021. On réévalue l'économie par rapport à la nouvelle méthodologie et à la nouvelle base de 2021. Ça, c'est pour donner un tableau plus fidèle de l'évolution de l'économie. Et ça aussi, les experts le savent, les investisseurs le savent. Et donc, pour dire que ce n'est pas, disons, dans l'objectif de juste gonfler un PIB, non. C'est surtout pour non seulement respecter une recommandation des Nations Unies sur le fait de faire du rebasing au maximum tous les 10 ans, mais aussi, c'est pour pouvoir refléter l'état de l'économie, pour rendre plus efficaces les politiques publiques. L'état réel. Voilà, l'état réel de l'économie, parce que ça change tous les 5 ans, etc. Il y a de nouvelles activités. Même l'extraction de sel, par exemple, qui n'est pas assez prise en compte dans les comptes nationaux. L'extraction par le secteur informel, par les ménages, etc. Donc tout ça, l'ANSD va prendre cela en compte dans les travaux actuels, avec d'autres enquêtes qui sont réalisées dans beaucoup de secteurs pour pouvoir capter les nouveautés qu'il y a maintenant et qui n'existaient pas en 2014 lorsqu'on choisissait cette année comme base. Alors, dites-nous, le rebasing est une méthode. Vous validez? Oui. Si tel est le cas, toute méthode connaît des limites. C'est une démarche. Une démarche, une méthode. Et toute méthode, toute démarche connaît des limites. Oui. Quelles seraient les limites, du moins dévolues à une démarche ou une méthode comme le rebasing? Bon, en fait, le rebasing, je peux dire, c'est une démarche, ok? Oui.
maintenant une démarche qui appelle l'utilisation de plusieurs méthodes. Oui, mais qui a des maintenant, les méthodes utilisées sont des méthodes statistiques qui sont reconnues à travers le monde. Mais parce est-ce qu'il y a des limites à une telle méthode? Bon, en fait, il y a toujours des limites à toutes les méthodes, mais par rapport à l'économie d'une manière générale, bon, je ne peux pas dire qu'il y a forcément des limites parce qu'on gagne plus qu'on ne perd quoi, dans un rebasing. Voilà, parce qu'on actualise les informations et on se rapproche de la réalité. Et toutes les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui sont validées au niveau international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une agence statistique, que ce soit du Sénégal ou de notre pays, qui peut utiliser des approches qui ne sont pas validées au niveau international. On va être beaucoup plus concret avec cette question. Dites-nous quel secteur potentiel pourrait être révélé par cette méthode, révélé ou valorisé par le rebasing? Tout à l'heure, j'ai parlé du transport. C'est un secteur qui va être revalorisé après le rebasing. Révélé et revalorisé. Oui, en fait, on ne peut pas dire révélé parce que le transport était déjà pris en compte. Mais revalorisé parce qu'il y a des activités de livraison maintenant qui se sont développées. Le secteur, voilà, le transport. Voilà, le transport. Il y a l'orpaillage. L'orpaillage. Parce que dans la zone de Kédougou, l'extraction d'or, c'est une activité qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les comptes nationaux. Ça va être pris en compte, ça va être revalorisé par rapport au rebasing. Si vous prenez le secteur informel, qui représente presque 45% de notre PIB, donc c'est un secteur aussi qui va être revalorisé avec le rebasing. Revaloriser comment? Parce que simplement, il y a, par exemple, si vous prenez les activités de commerce, et même dans le transport, il y a beaucoup d'informels, n'est-ce pas? Donc, il y a de nouvelles activités ou de nouvelles approches qui sont utilisées et qui n'étaient pas prises en compte. Parce que, comme je le dis, avec même le développement du numérique, il y a beaucoup de nouvelles approches qui sont utilisées dans le commerce et qui n'étaient pas, disons, suffisamment prises en compte lorsqu'on utilisait la base de 2014 comme base des comptes nationaux, n'est-ce pas? Et puis, j'ai parlé tout à l'heure aussi de l'extraction du sel, du sable. Tout ça, c'est des choses qui sont mises en avant par l'ANSD pour expliquer, disons, sur quel secteur va porter ce rebasing-là. Et sans compter les enquêtes. Il y a beaucoup d'enquêtes dans même l'agriculture, dans l'élevage et autres, qui vont être prises en compte. Pourquoi? Parce que si vous déroulez 5, 6, 7 ans, dans tous les secteurs, il peut y avoir toujours de nouvelles réalités. Donc c'est ça qui explique la nécessité de faire le rebasing pour pouvoir prendre en compte des choses qui ne l'étaient pas au départ. Et ça, tout le monde y gagne, à commencer par les pouvoirs publics. Parce que ces pouvoirs publics auront des informations fraîches sur leur économie. Je me rappelle même en 2018, lorsque l'ANSD faisait la présentation de ce rebasing-là qui utilisait 2014, et il y a le président Macky Sall qui disait, mais pourquoi pas 2016? Parce qu'en fait, il voulait qu'on se rapproche le plus possible, mais il y a quand même des méthodes que les statisticiens utilisent. C'est pas, par exemple, là, on aurait pu dire pourquoi pas 2024 comme base, parce qu'on est en 2025. Mais il y a des méthodologies qu'ils utilisent qui font que, on ne peut pas, qui sont propres aux statisticiens. Donc, de ce point de vue, pour justement déblayer et parler justement des enjeux macroéconomiques, professeur Aboukan, économiste, avec un ratio dette PIB à 118%, peut-on parler d'une menace de surendettement? Oui, il y a une menace réelle. Avec ce ratio-là, il y a une menace réelle sur vraiment le risque de surendettement. C'est pourquoi d'ailleurs notre note a été dégradée, parce qu'encore une fois, c'est pourquoi on parle de note souveraine, c'est-à-dire la note souveraine ici, c'est par rapport à l'endettement surtout. Parce que on a l'habitude de dire que l'État est souverain. Il y en a même qui disent que l'État ne peut pas, disons, faire faillite
parce que dans tous les cas, mais on a connu dans l'histoire économique des pays mais là on est loin on est loin de cela, mais avec quand même ce ratio, c'est quand même très risqué pour un pays comme le Sénégal, qui n'a pas forcément tous les ressorts que certains autres pays qui ont des taux d'endettement élevés ont, parce que je rappelle qu'il y a des pays développés qui ont des ratios dette sur PIB qui sont supérieurs à nos ratios, mais c'est pas la même chose. Soit c'est dans la structure de la dette que ça change, par exemple, il y a des pays pour lesquels c'est les locaux même qui prêtent à l'État. C'est pourquoi d'ailleurs nous, actuellement, le Sénégal est en train d'aller sur le marché domestique, parce que c'est moins risqué que d'aller sur le marché international. Donc il y a des pays maintenant qui ont 100% ou plus, ou 200%, mais c'est souvent des domestiques qui prêtent. Donc ça, c'est très risqué. Très risqué avec un déficit budgétaire qui est équivalent à 7,8%. Effectivement. De ce point de vue, oui, là également, le rebasing peut jouer un rôle. Quelle implication pour la soutenabilité financière? Oui, bon, le rebasing peut avoir un effet purement mécanique sur le ratio dette sur PIB. Vous pouvez retomber à 90% ou moins de 90%. Dès que vous terminez le rebasing, ça c'est déjà un aspect positif. Mais en même temps, le taux de pression fiscale va chuter alors qu'il doit augmenter. Voilà. Alors, pour conclure, dites-nous, professeur Aboukan, est-ce que le Sénégal est encore crédible aux yeux des investisseurs? Je pense que oui, le Sénégal est encore crédible aux yeux des investisseurs pour la bonne et simple raison que si le tableau actuel est sombre, on sait que c'est un tableau qui résulte d'un exercice que le gouvernement a choisi, c'est-à-dire un exercice de transparence, de communiquer, de nouveaux chiffres, etc. Mais il ne s'agit pas d'une situation qui résulte vraiment d'un comportement un peu suspect sur le plan économique ou d'un comportement de délinquance économique ou budgétaire qui pourrait amener à enregistrer ces taux alarmants. Alors, dans ce contexte, quelles réformes structurelles doivent être autorisées ou priorisées? Gouvernance, transparence, monde administratif, recettes fiscales, contrôle des dépenses. Pour moi, d'abord, la transparence, c'est important parce que les pertes, parce que le rapport coût-efficacité, c'est très important dans un pays, surtout qui n'a pas beaucoup de ressources. C'est pas pour rien qu'on vous dit chaque année qu'on a investi tant de milliards dans l'hydraulique, par exemple, ou dans les inondations, et pourtant vous voyez toujours des inondations. On vous dit on a investi tant de milliards à l'université, mais vous avez toujours des problèmes à l'université. On vous dit on a investi tant de milliards dans la santé, mais à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, même pour avoir une seringue, on vous fait une ordonnance pour aller acheter une seringue à la pharmacie. Pourtant, on met beaucoup de... C'est parce qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense. Donc, si on règle ce problème de la dépense publique, donc si on règle ce problème d'efficacité, ça fait quoi? L'effet immédiat, c'est que l'argent qu'on va mettre pour l'année 2025, pour l'année 2026, on réglera d'autres problèmes. C'est-à-dire on va s'attaquer à d'autres problèmes. Mais depuis les indépendances, il y a des problèmes qu'on essaie de régler chaque année dans le budget. Chaque année, dans le budget, on dit qu'on met tant de milliards ici. On ne voit pas de résultat. L'année suivante, on vote encore un autre budget. Donc, c'est un problème d'efficacité dans la dépense. Et de transparence aussi. Parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est pour ça qu'on ne punit personne. Parce que, voilà, on fait tout pour que personne ne sache qui est responsable. Donc ça, c'est pourquoi c'est important, ce que le Premier ministre disait, c'est important de pouvoir imputer les lenteurs et les problèmes à quelqu'un, et les blocages. Donc, dès l'instant où on commence à imputer les problèmes à des gens, tout le monde fera attention pour ne pas être responsable. Et c'est clair. Voilà. Et justement, finalement, au finish, Aboukan, dites-nous, au plan social cette fois-ci, quelles conséquences ces décisions peuvent-elles avoir sur la croissance, mais également sur la stabilité, les prix et l'emploi? Oui, pour les prix, bon, déjà, c'est très difficile que des mesures comme ça aient des conséquences immédiates sur les prix. Dans un pays comme le Sénégal, où la structure des prix
parfois ne dépend pas forcément de l'État, compte tenu de la consommation de produits importés. Donc, nous dépendons beaucoup de la conjoncture internationale. Donc, comme dans le monde actuellement, les prix sont en train de baisser, donc on peut ne pas avoir de soucis par rapport à une hausse éventuelle de prix. Ça, c'est déjà, disons, un problème de régler. Maintenant, sur le plan purement économique, la croissance, le bien-être des populations, si ces mesures sont vraiment appliquées, mises en œuvre, le premier effet, c'est que peut-être les citoyens et les investisseurs locaux peuvent, disons, avoir davantage confiance à leur économie, surtout les investisseurs, le secteur privé local, quoi, pour pouvoir oser. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui, à un moment donné, n'osaient pas investir, quoi, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient en train d'attendre. Quelles sont les nouvelles mesures qui vont être prises? Est-ce qu'on ne va pas fermer ici? Donc, tout ça, ça peut rendre, voilà, là au moins, on peut savoir là où on va. Et donc, pour pouvoir, et puis sur le plan de l'emploi aussi, parce que si le secteur privé se développe, et les gens investissent, bon, on dessert l'étau sur un pan important de l'économie, forcément, sur le plan de l'emploi aussi, on peut voir des effets, parce que n'oubliez pas que le secteur privé, c'est sur lui qu'on compte pour créer des emplois. Parce que ce n'est pas l'État qui va quand même recruter tout le monde, même si l'État doit jouer quand même un rôle important dans ce sens. Alors justement, on va terminer avec votre secteur. Je parlais de l'enseignement supérieur, avec la déclinaison un peu de la stratégie dans ce secteur, qui est un secteur également très, très, très ciblé. L'enseignement supérieur, qu'en est-il par rapport à la relance aujourd'hui? Oui, exactement. Le président a lancé jeudi l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, qui vise vraiment à rendre l'enseignement supérieur plus performant au Sénégal. Comment relever les défis? Parce qu'il ne suffit pas de mentionner ce que nous coûte un étudiant, mais finalement de nous décliner à l'horizon. Exactement, c'est ça le rôle, c'est ça le rôle des commissions, parce que le président a juste procédé au lancement, mais les commissions commencent leur travail le lundi 21 juillet, donc jusqu'au vendredi 25. Il y aura ensuite, ça va continuer, mais le gros du travail se fera pendant ces 5 jours-là. C'est pour adresser plusieurs questions. Il y a la question du financement, parce que ça, c'est un des problèmes de l'enseignement supérieur, le sous-financement de l'enseignement supérieur. Maintenant, quel est le modèle économique? Ça, les gens vont y réfléchir. Il y a la question des infrastructures au niveau des universités, au niveau des ISEP, etc. Donc, on n'a pas assez d'infrastructures. Il y a des infrastructures qui ont été commencées depuis longtemps, qu'on peine à finir. Ça, c'est un problème qui va être géré. Quand vous visitez les universités d'Abidjan, par exemple, c'est ça. Cocody et tout, mais vous venez à Dakar. Effectivement, il y a le problème du personnel enseignant. Donc, il y a relativement peu d'enseignants par rapport aux effectifs d'étudiants que nous avons. Ça aussi, c'est une question qu'il faudra régler. Il y a un problème aussi de sureffectif, même dans les universités, parce qu'on ne peut pas dire que tous les bacheliers doivent aller à l'université. Il y a le secteur privé donc qu'il faut développer dans ce sens, dans les établissements d'enseignement supérieur privés, qui peuvent quand même prendre une bonne partie des bacheliers qui sortent pour faire l'espérance. Donc tout ça, donc la qualité de l'enseignement, c'est lié un peu aux enseignants, c'est lié aux conditions de travail, à la recherche, à la formation. Conditions d'études, donc la recherche est sous-financée. Tout ça, c'est des goulots d'étranglement qui font qu'on en arrive à cette situation de calendrier académique qui est très élastique. On ne sait pas quand est-ce que l'année commence, quand est-ce qu'elle finit. Donc les années se chevauchent. Voilà. D'ailleurs, moi, j'avais même fait un petit papier provocateur pour dire on est passé de l'enseignement supérieur à l'enchaînement supérieur. Parce qu'en fait, on enchaîne les années. Voilà. Donc ce n'est plus de l'enseignement supérieur, mais c'est de l'enchaînement supérieur. Pour dire que voilà, on n'a plus de vacances. Voilà, on ne sait plus quand ça commence, quand ça finit. Et tout ça, donc on va, pendant cette semaine-là, les commissions vont travailler sur toutes ces problématiques.
Et c'est une démarche inclusive qui a été utilisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parce qu'il y a tous les acteurs, les enseignants, les étudiants, les parents d'élèves, les communautés, le secteur privé, l'État lui-même, donc tous les secteurs, les ONG, la société civile d'une manière générale. Voilà. En parlant d'ONG même, voilà, même dans le rebasing justement, c'est les partis politiques, les ONG et autres vont être pris en compte dans ça parce que ils sont des activités qui parfois ne sont pas bien prises en compte dans le calcul du PIB. Donc tout ça, voilà, c'est important. De l'intérêt dans une démarche inclusive et d'avoir des résultats au plus vite, de pouvoir évaluer et suivre. Et cela passe par une bonne mise en œuvre. Merci Aboukan. Merci à vous. Ça a été un plaisir, ça a été très pédagogique. Comme ça, nous l'avons voulu pour expliquer aux auditeurs de bien comprendre ce qui se passe, quels en sont les enjeux liés à notre économie et quelles perspectives. Merci pour rappeler que vous êtes professeur titulaire des universités, agrégé d'économie, assesseur de la FASEC, de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également le responsable du laboratoire d'économie publique. Je veux parler du LEP. Merci beaucoup, Baye Omar. C'était un plaisir de participer à l'émission. Certainement, on aura d'autres occasions. Oui, pourquoi pas. Avec le rendu des conclusions, justement, de l'enseignement supérieur, pour pouvoir les analyser, aller en profondeur, avec d'autres collègues certainement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. Place à El Hadji Malick Ndiaye dans le cadre de Dianobi avec Samba Sy, l'ancien ministre responsable du PIT, du Parti de l'Indépendance et du Travail. À vous, sur la 98.5, ne quittez pas cette fréquence, c'est la vôtre. Au revoir et merci à l'équipe technique, l'équipe digitale. Au revoir. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé